Espace TV, le 22h. Kaloum, 10h. Ambiance morose. Affichés pancartes un peu partout. Des slogans de paix. À ce carrefour où notre équipe a fait escale, nous rencontrons des jeunes en pleine compétition de football, des dames en pleine ambiance. Et pourtant, ce dimanche n'est pas comme les autres. C'est le meeting de l'opposition, raison pour laquelle les pick-up des forces de l'ordre sont sur les lieux. Aujourd'hui, la jeunesse de Kaloum s'est fortement mobilisée. Ce n'est pas pour contrecarrer ces Lodalins, comme on le dit, mais c'est pour les encadrer, de ne pas vraiment foutre des bêtises à Kaloum. Parce que Kaloum, c'est un lieu résidentiel, c'est un lieu de la paix. La jeunesse de Kaloum évolue dans ce sens-là. Kaloum n'a jamais été le fief de l'opposition. Centre d'affaires par excellence, la jeunesse est bien consciente de l'importance de cette commune. Il compte la sauvegarder, mordicus. Si on met le feu à Haute-Balue, le feu va arriver jusqu'au bon 8 novembre, ça s'éteint. Mais on ne peut pas laisser les gens venir mettre le feu à Kaloum. Si on met le feu ici à Kaloum, on commence à mettre le feu ici à Kaloum, ça va prendre toute la Guinée. Alors nous sommes des Kaloumkas, nous sommes des Kaloumistes. Nous avons des responsables ici à Kaloum. On ne peut plus laisser les gens venir ici gâter Kaloum. Ce meeting de l'opposition, ils ne sont pas contre. Mais pour eux, c'est dans la paix et le respect qu'il doit se passer. Le meilleur moyen pour le chef de file de l'opposition de mesurer sa popularité est de venir seul, souligne-t-il. Les gens sont en train de mentir à Dalin. Si Dalin a des militants à Kaloum, Dalin n'a qu'à prendre sa délégation, venir à Kaloum et que les Kaloumkas le reçoivent. Mais si Dalin vient avec sa troupe, Dalin ne peut pas savoir si réellement il est implanté à Kaloum ou pas. Ils reconnaissent tout de même qu'ils sont parfois manipulés par des acteurs politiques. Qu'à cela ne tienne, à chacun ses intérêts, affirment ses citoyens. Il n'y a pas ce politicien-là en Guinée qui ne nous a pas donné l'argent. Mais nous, comme on veut l'avenir de ce pays, même si on arrive à prendre leur argent là, mais on sait à qui doit voter. Est-ce que vous voyez? On n'est pas des escrocs, on n'est pas, on n'est pas des traites, mais nos comportements, c'est la civilisation. Le meeting s'est déroulé sans incident majeur. Une marche car les citoyens se sentent. Réunis depuis 7 heures au grand rond-point de la tannerie, ces jeunes ont été empêchés de manifester. Ils voulaient exprimer leur cri de cœur face à la gouvernance actuelle. On s'est rassemblés depuis Koza et nous sommes descendus jusqu'au niveau du rond-point de la tannerie. On a trouvé quelque chose de une dizaine de pick-up avec des policiers et des gendarmes qui nous attendaient. Alors comme la marche était pacifique, on avait nos t-shirts où c'est écrit, il y avait des t-shirts sur lesquels c'était écrit à bas l'injustice, à bas la corruption, halte aux promoteurs d'un 3e mandat. Parmi ces manifestants se trouvait l'artiste Eli Kamano qui a été mis aux arrêts sur commande d'un officier de la police, a-t-on appris. Quand on nous a relâchés, on a regardé dans les lieux pour voir si nos camarades Eli Kamano et compagnie ici aussi étaient libérés. Mais on nous a fait savoir, c'est les gendarmes qui nous ont fait savoir que les Eli Kamano, il y a les Ahmed, il y a les Bari, il y a beaucoup d'autres jeunes, que c'est les policiers qui les ont arrêtés. A rappelé que l'artiste Eli Kamano avait été mis aux arrêts en février alors qu'il avait appelé à une manifestation pour la réouverture des classes. Le gouvernorat s'est prononcé en défaveur de sa demande pour non-respect de la procédure.
La célébration de la Journée mondiale de la justice internationale résulte de l'adoption du statut de la Cour pénale internationale à Rome le 17 juillet 1998. Les États signataires au nombre de 120 à l'époque s'accordent que certains crimes ne doivent être jugés qu'auprès d'une cour internationale. Il s'agit des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide. Dans un autre cas de figure, l'impunité fait débat en Guinée. La question de l'impunité est sur toutes les lèvres en Guinée, dans la mesure où notre justice est en train d'exceller en matière de justice sélective. Autrement dit, quand ce sont les petits mamans du ventre grippe qui commettent des infractions, rapidement la justice sort de son gang, les met aux arrêts et les fout en prison. En adoptant le statut de Rome le 17 juillet 1998, des États signataires sont parvenus à poser une véritable base juridique de la création de la Cour pénale internationale. La nécessité de cette institution est devenue une évidence et a fini par s'imposer. Lorsque, par exemple, des crimes les plus graves, comme je venais de vous le dire, les individus qui sont auteurs de ces crimes-là ne sont pas, par exemple, véritablement inquiétés, alors les citoyens estiment que dorénavant, il vaut mieux alors traiter avec son voleur que d'aller devant les autorités judiciaires. La Guinée, État signataire du statut de Rome, ne consacre pas une fête spéciale pour la Journée mondiale de la justice internationale. Pourtant, ce moment, aux yeux des observateurs, pourrait être une opportunité pour les autorités de faire le bilan des actions entreprises dans le secteur judiciaire, les tares et les défis. 43 066 sont admis sur un effectif de 127 871 candidats, soit 36,70% au brevet d'études du premier cycle en Guinée. Ce faible taux d'admission s'explique par la rigueur imposée cette année à cet examen national par les techniciens du département. Les élèves aiment trop aller là se connecter sur l'internet que de regarder un cahier. Parce que même les téléphones, quand vous essayez de faire une simple évaluation, vous allez voir certains élèves qui vont aller photographier entièrement le document, une simple évaluation des classes. Vous allez voir, ils sont en train, avec les téléphones en train de copier. Donc ça aussi, je peux dire que ça ralentit un peu l'effort des élèves. Le faible niveau des élèves, les admissions fantaisistes en classe supérieure et les sessions rapprochées sont aussi des causes du résultat du BEPC. Les parents ont démissionné dans l'éducation des enfants et en même temps aussi, de d'autre part, une partie revient aussi à l'école. Voilà pourquoi cette année, il y a eu cet échec lamentable qui n'a pas surpris vraiment le monde entier. On a eu à conseiller plusieurs fois nos élèves pour leur dire que oui, avec la nouvelle venue du ministre Kao Kare, les choses vont changer, mais pour eux c'était un jeu quoi. Mais voilà que nous venons maintenant de voir les réalités. Pour cette session, les candidats n'ont pas eu l'occasion de copier en salle. Ceux qui ont tenté de tricher ont été vidés. En pédagogie, l'échec n'est pas mauvais. L'échec te permet de tirer des leçons, que ces élèves-là qui ont échoué, qu'ils sachent que vraiment l'année passée, je n'ai rien fait et que l'année à venir, pendant les vacances-là même, je vais me préparer en conséquence pour affronter le BEPC. Au BEPC, les candidats ont été évalués sur la base de leur propre effort. Même si, contrairement aux années précédentes, le repêchage s'est limité à 9 de moyenne. Premier du genre d'une série d'activités que compte lancer la cellule nationale de traitement de l'information financière dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux criminels, cet atelier vise à sensibiliser les acteurs des 3 organes centraux que sont les entités déclarantes, les cellules de traitement des informations financières et l'État. Durant ces 4 jours, les échanges vont porter sur la coordination des efforts de lutte entre les différents acteurs engagés dans cette bataille. Frank Finger et Koli Mara sont respectivement consultants et directeur général de la CENTIF. Oui, on peut mettre en place des systèmes informatiques pour lutter contre le blanchiment d'argent, mais ceux qui sont face aux flux criminels, ceux qui vont rencontrer des personnes, ceux qui vont être ceux à qui on donne l'argent, ceux à qui on propose des pots de vin, eh bien ceux-là, les humains, doivent être formés et sensibilisés. Je vais leur donner des outils. 1. De compréhension de ce qui se passe. 2. D'alerte des autorités. Cet atelier ne sera pas la dernière, mais la première de toute une série d'ateliers de sensibilisation du personnel des entités déclarantes financières et non financières, que la CENTIF, en partenariat toujours avec l'ONFPP, compte organiser cette année.
Pour le directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, cette rencontre est le fruit de l'engagement du gouvernement dans sa volonté de construire un dispositif national efficace de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour Lucien Guilao, la réussite de cette lutte passe par 3 étapes: l'identification, la surveillance et l'action. Identifier pour faire reculer l'anonymat afin de mieux tracer les opérations suspectes. Supervisé par la mobilisation des acteurs financiers que vous êtes, parce qu'il s'agit bel et bien d'une lutte concertée et organisée. Enfin, agir en renforçant les capacités de sanctions financières ciblées. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a exhorté les participants à donner le maximum d'eux-mêmes afin d'acquérir beaucoup de connaissances de ces échanges. Damantan Albert Camara. Et je suis convaincu qu'à la fin, vous aurez appris, il aura appris aussi et tout le monde aura récupéré un bénéfice de cet échange, de cet espace d'échange qui va se tenir dans les minutes qui suivent. La Guinée s'est dotée de 2 lois pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des instruments sur lesquels la CENTIF se repose pour mener à bien son action. Nommé le 11 juillet dernier par décret présidentiel, Sekouba Savané, nouveau directeur de la RTG, a été officiellement installé dans ses fonctions par l'inspecteur général du ministère de la Communication, Nestor Soropodi. Le directeur général sortant est longuement revenu sur les projets réalisés durant ces 4 années de gestion. Yamoussa Sidibé invite ses anciens collaborateurs à se mettre au service de son successeur. Pour le plus grand profit des téléspectateurs guinéens, depuis le 14 mai 2016, la télévision nationale de Guinée émet 24 heures sur 24. Avec cette précision qu'aujourd'hui, les principaux postes de production et d'exploitation sont mis en réseau avec la régie ou le nodal. Presque toute la chaîne d'exploitation est numérisée. Je ne saurais oublier le petit pas accompli avec la construction du site Internet compatible avec les applications Windows, Mac et les mobiles. La RTG est maintenant présente sur tous les réseaux sociaux. Vous connaissant, je ne doute point que vous travaillerez à créer les meilleures conditions d'expression de ses compétences et de ses talents. Pour sa part, le nouveau directeur a pris l'engagement de veiller à ce que les citoyens aient une bonne information. La rigueur, le professionnalisme seront des principes qu'il entend influer au sein de la RTG. L'information est pour le gouvernement du professeur Alpha Condé une obligation et pour le citoyen un droit. Il a droit à l'information pour être à même de participer en toute conscience au développement du pays. L'information, c'est aussi le domaine de l'expression des libertés fondamentales. Elle permet de mesurer la vitalité de notre démocratie. C'est pourquoi, durant le temps que nous passerons à la tête de la RTG, nous veillerons à ce que le citoyen ait droit à l'information juste et équilibrée. Exit donc les rumeurs et autres désinformations. La RTG sera la vitrine officielle où le citoyen viendra s'abreuver d'informations vraies. Je m'y engage. À vous qui êtes aujourd'hui là, je vous exhorte à travailler avec beaucoup de rigueur. Cette cérémonie de passation de service a été également marquée par 1 minute de silence à la mémoire des confrères disparus. 2 semaines pour certains binômes, 1 pour d'autres. Il était question pour ces activistes de la société civile et les médias de fédérer leurs énergies pour exécuter des projets sur le contrôle citoyen à travers le pays. Chacune des parties a ses spécificités certes, mais le but final reste le même. Les complémentarités entre médias et organisations de la société civile, parce que c'est pour ça qu'on a voulu travailler dans ce sens-là, c'est qu'on s'aperçoit au fil de l'expérience que chacun de ces 2 acteurs a des caractéristiques très complémentaires et que dans le cadre de projets de contrôle citoyen de l'action publique, il est important pour eux de travailler ensemble parce que ils vont pouvoir réunir leurs forces, leurs différentes cartes. Certains participent pour la première fois à cette aventure. Les découvertes, les nouvelles connaissances acquises sont des atouts. La méfiance entre médias et société civile devient aussi un souvenir. Les journalistes surtout s'orientent vers une activité jusque-là ignorée. Et au terme de 2 semaines d'échanges et de concertation,
on a pu vraiment monter des projets de contrôle citoyen axés dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé et l'environnement, pour ne citer que ceci. Et nous, le binôme de l'AB par exemple, notre projet porte sur la promotion de la transparence dans les procédures d'approvisionnement et de gestion des médicaments dans 3 centres de santé de la préfecture, à savoir le centre de santé de Afia, le centre de santé de Popodara et celui de Daralabé. Donc le projet est déjà monté, on attend l'approbation pour ensuite descendre sur le terrain afin d'assurer sa mise en œuvre. Pour pérenniser les acquis et maintenir le contact entre le groupe, les formateurs ont jugé utile de créer un canal de communication. Une fois le blog lancé, l'échange d'expérience va être permanent. Ce blog sera aussi l'opportunité de faire connaître à la communauté, aux communautés qui entourent les binômes et leurs projets, l'activité qui est en train de se développer et de partager aussi éventuellement avec d'autres, dans d'autres pays même, et les expériences du contrôle citoyen. Tous attendent la validation des projets proposés pour tenter l'exécution en fonction des financements obtenus des partenaires qui sont le PROJEG et CFI. La mairie de Boké a reçu une visite musclée des manifestants en colère qui ont détruit tout sur leur passage. Les ordinateurs, les climatiseurs, les chaises, même les archives ont été vandalisées, le reste emporté par les émeutiers, expliquent les responsables de la commune urbaine. Tout a été brûlé. Même les chaises, ils ont emporté, ils n'ont rien laissé, même une aiguille, ils n'ont pas laissé au sein de l'état civil. Au dire des autorités communales, c'est le service d'état civil qui a été le plus touché. L'ordinateur et tous les documents ont été détruits, paralysant ainsi tout le service. Pour se procurer un simple extrait d'acte de naissance, les populations de Boké étaient obligées de parcourir des dizaines de kilomètres. Les gens allaient à Kolaboui, à Kamsar et à Sangaréji pour des transcriptions. Maintenant, depuis notre arrivée, on a repris les choses, les équipements. Aujourd'hui, il y a 5 au moins ordinateurs et leurs choses que nous avons pu trouver et qui se trouvent actuellement dans les bureaux. Après l'installation de la nouvelle équipe de la délégation spéciale, de nouveaux matériels ont été achetés et les activités reprennent peu à peu. Comme vous le voyez, ils ont payé les ordinateurs, ils ont acheté les ordinateurs. Il y a eu un ordinateur pour l'état civil, le receveur, service technique, secrétaire général, ainsi de suite. Donc c'est à partir de là que nous avons commencé à faire les transcriptions comme vous le voyez. Hier, par exemple, j'ai commencé à célébrer les mariages. Des manifestants qui réclamaient le courant et l'électricité ont saccagé les biens de la mairie, entraînant sa paralysie totale, donc un autre problème.